Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à l'aérodrome de Montaigu avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Anaïs. Tu es donc pilote ULM amateur. C'est ça. Depuis combien de temps tu fais ça et pourquoi tu es tombé dedans? Alors moi, ça fait quelques années, pas tellement que ça. En fait, finalement, ça fait 3 ans que j'ai mon brevet. Je suis tombé dedans à l'adolescence parce que dans ma famille, il y avait 2 pilotes, dont un qui était instructeur. Et les années faisant, je suis venu à chercher un petit peu un club autour de chez moi qui permettait de faire de l'instruction. Je suis tombé sur l'Aéroclub de Montaigu, qui est un club super sympa. Et pour le coup, j'ai décidé de m'inscrire et de devenir pilote. Mais ça traînait depuis l'adolescence. Après, le temps et les métiers fait que c'est pas toujours facile. Et donc là, j'ai réussi à libérer du temps pour devenir pilote. Et là, tu es dans une association qui regroupe des pilotes amateurs aussi ou... Oui, alors on est une association, on n'a que des pilotes amateurs. C'est l'Aéroclub de Montaigu, en fait. La plateforme, il y a plus de 400 adhérents sur toute la plateforme, dont pas mal d'autres clubs. Mais surtout, nous, notre club, en fait, est un club avec des instructeurs bénévoles et qui permet, en fait, de former des nouveaux pilotes. Et on est tous locataires des appareils. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre appareil en propriété. D'accord. On loue les appareils comme ceux qui sont derrière nous ou celui qui est là-bas. Et là, l'objectif de cet épisode, c'est de peut-être je sais pas si on se pose la question de comment on devient pilote ULM. Est-ce que c'est compliqué? J'imagine qu'il y a des clichés autour de cette passion, de ce loisir. Oui, alors c'est pas compliqué, c'est pointu quand même, c'est pas une formation qui est donnée à n'importe qui, il y a quand même un théorique à passer, qui est l'équivalent d'un code de la route un peu plus complexe, parce que les façons de se mouvoir en l'air et au sol, ça se traite plus à la navigation maritime finalement, puisqu'on a des caps, etc. Mais il y a quand même une sorte de code de l'air à passer, un code de la route, mais pour avion. Et ensuite, ça se passe avec un instructeur qui va nous faire voler, nous apprendre le maniement de l'avion pendant une vingtaine d'heures. Ensuite, il y a une qualif radio à passer et au bout d'encore une vingtaine d'heures, on peut avoir ce qu'on appelle l'emport passager, parce qu'on ne nous laisse pas emmener des passagers avec nous comme ça dès le premier coup. Donc on passe d'abord une formation de pilote, un brevet, une qualif radio, on vole tout seul pour être sûr que tout va bien et après on passe l'emport passager pour pouvoir emmener une personne avec nous. Et c'est des appareils qui permettent d'emmener seulement une seule personne avec le pilote parce qu'ils sont limités à 500 kg, d'où la qualification du LM comme ultra léger motorisé. Moi, ça me fait penser, j'ai passé une formation drone, j'ai jamais autant bachoté de ma vie. C'était la théorie pour avoir le permis drone professionnel. Un enfer. Et je me suis dit, du coup, pour être pilote ULM, est-ce que comme tu disais, c'est compliqué? Ça y ressemble beaucoup. Je crois même que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, on a beaucoup de zones aériennes qui sont réglementées, qui peuvent être interdites, qui peuvent être voilà. Et il y a des choses à savoir avant de se lancer pour comment partager le ciel avec les autres ULM. Parce qu'il n'y a pas que les ULM, en fait. Il y a quoi qu'on peut retrouver dans le ciel à part les oiseaux, les avions? Alors oui, ça va du moineau jusqu'au Boeing. Voilà, mais il faut savoir partager. Alors dans la catégorie qu'on a, on a effectivement les ULM comme celui-là qui sont un ULM 3 axes. 3 axes, il y a un axe de l'accès, un axe de roulis, un axe de tangage qu'on pourra expliquer un petit peu tout à l'heure. Et il y a aussi des ULM 2 axes, il y a des aérostats qu'on a plutôt dans les montgolfières. Il y a aussi des avions un petit peu plus lourds qui sont en pilote privé au loisir, comme celui qui est un peu plus loin par là-bas. Effectivement, celui-là, c'est un 4 places, donc c'est pas du tout le même brevet. C'est des brevets différents. Après, il y a aussi les autogyres, qui sont des sortes de petits hélicoptères, mais qui ont plus trait à l'ULM dans la façon de voler, parce que l'aile, en fait, le rotor est portant et n'est pas un truc qui va soulever l'ULM, en fait. Et ensuite, forcément, il y a tous les autres avions un peu plus gros qu'on est amené à côtoyer en haut, les volatiles, etc. Et il y a des conditions météo qui font que des fois, on est aussi bien en bas qu'en haut. Voilà. Mais il n'y a pas non plus de feu rouge dans le ciel. Donc comment vous faites pour vous dire, bon, bah là, je m'arrête? Parce qu'on s'arrête, d'ailleurs. Alors on ne peut pas freiner, effectivement, il n'y a pas de frein. On peut pas, effectivement, il n'y a pas de feu rouge, encore que sur certains aérodromes, ils peuvent nous envoyer des flashs rouges, mais ce n'est pas bon signe. Effectivement, il y a des zones interdites qui sont matérialisées sur les cartes, on est censé les connaître. On a aussi des petits GPS embarqués qui nous permettent de savoir où on est, à l'altitude et dans la zone à laquelle on a le droit de voler ou pas. Et sur le GPS, on a sur la carte, effectivement, l'endroit où on se situe dans la zone ou en dehors de la zone, et en dessous on peut avoir l'altitude, parce qu'une zone ça peut être un couloir, on peut passer en dessous, on peut passer au-dessus, mais on ne peut pas passer dedans. Et ces zones-là, elles sont en 3D, il faut imaginer des zones en 3D. Sur la route on est en 2D, dans l'air on est en 3D, donc on peut évoluer dans tous les sens, et il faut apprendre à le faire, et effectivement le code est complexe justement à cause de ça. On dit code, mais ce qu'on appelle le théorique ULM. Et il y a la pratique.
Qui Et il y est a la pratique. complexe ou qui est... La pratique n'est pas très complexe. Pour savoir décoller et voler, c'est assez simple en fait. On pourrait peut-être en faire l'expérience tout à l'heure si la météo nous le permet. Mais c'est surtout qu'il y a des choses à savoir par rapport surtout à l'atterrissage. On sait décoller, on sait voler, c'est pas très compliqué. Par contre, pour atterrir, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, comme le sens du vent, la force du vent, la vitesse de l'appareil, Météo, le taux de toujours. descente, la météo. Ça, c'est surtout quand on part et qu'on décide de partir ou pas partir, parce qu'effectivement, c'est beaucoup lié à la météo. On a un sport qui est sécure tant qu'on respecte les règles. Après, si on ne les respecte pas, effectivement, ça peut être problématique. Ça s'adresse à qui? Est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, si évidemment, on se forme à la théorie, à la pratique, on peut piloter un ULM dans sa vie où il faut quand même avoir un background, avoir une famille Non. qui... Pas spécialement, en fait, ça peut venir d'une envie de découvrir, de voler. Il n'y a pas forcément, dans tous les pilotes que je connais, il n'y a pas forcément de gens qui ont eu un passif dans leur famille. Il y a certaines personnes qui ont voulu essayer et il n'y a pas de prérequis en fait. On a des patrons d'entreprise qui sont avec nous, mais aussi des gens qui viennent, des petits jeunes qui viennent juste de rentrer sur le marché du travail, qui veulent apprendre à voler. Et l'avantage qu'on a sur cet aéroclub-là, c'est que comme les instructeurs sont bénévoles, les formations sont peu onéreuses. Et ça permet donc de démocratiser un peu la pratique ULM. Et c'est un sport qui revient pas si cher que ça au final. Combien ? Grosso modo, après en fonction de l'habileté du pilote, on va dire, il faut une vingtaine d'heures pour apprendre à piloter et d'être breveté. Et ça coûte à peu près 100 € de l'heure. Mais l'heure moteur, donc quelque part, il faut compter 2 000 € pour pouvoir voler tout seul, à peu près. Et après, il n'y a plus qu'à louer, j'imagine. Et après, pour la location des appareils, il y a deux solutions. Soit on achète un appareil, on peut en trouver... Pardon ? 70 000 moins ? Ouais, on peut en trouver beaucoup moins cher. Ça, c'est des appareils qui valent 9, 60 000 €, mais on peut aller les trouver à partir de 35, 40 000 €. Fiable, hein, mais il y a des appareils beaucoup moins chers, qui sont des ULM aussi, qui sont aussi des 3 axes. Et pour une quinzaine de milliers d'euros, on peut avoir son propre appareil. L'idéal, par contre, moi, je préférais les louer à l'aéroclub. Ça coûte un petit peu moins cher. On paye à leur moteur et ça nous permet de voler à pas cher sans avoir la propriété d'un appareil qu'il faut stocker, qu'il faut entretenir, pour lequel il faut payer le carburant. Là, la location inclut tout. L'assurance, le carburant. Ça ne demande pas forcément de force pour... Non, ça fait 285 kg tout mouillé et il n'y a pas besoin de tirer sur le volant. Non, c'est très souple, c'est très... Non, c'est comment dire, c'est à la portée de tout le monde, sans force spécifique. Et donc pour conclure cet épisode, est-ce que tu peux rediriger les téléspectateurs vers peut-être cette association-là ou un autre message à faire passer ? Alors n'hésitez pas, hein, nous de notre côté, si vous avez envie de découvrir l'ULM et ce grand monde de l'air, n'hésitez pas à aller voir sur les sites de l'aéroclub de Montaigu et demander des renseignements. Vous envoyez un mail qui va tomber sur moi d'ailleurs, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de vous donner un petit peu la marche à suivre pour devenir pilote.